Interface cerveau-machine. À un moment donné, vous avez dit que l'état mental et son état mental et l'état neuronal médiatisé par la technique sont les mêmes. Mais ils ne sont les mêmes ni pour l'état mental, qui est saisi partiellement par un implant qui est nécessairement très limité, ni pour l'implant lui-même, qui n'a ni conscience, ni langage, ni saisie de la totalité, et encore moins pour l'observateur qui objective l'état mental par la médiation de la technique et qui insère dans cette unité sa propre culture qui est elle-même infinie, puisqu'elle est d'une complexité absolument vertigineuse. Ce matin, il y avait une réminiscence sur une espèce d'examen par implantation profonde, stimulation profonde. Il avait stimulé le fornix. Et plus il stimulait le fornix, plus les souvenirs monumentaux de l'enfance remontaient à la surface. Vous voyez bien qu'à l'intérieur d'un cerveau, il n'y a pas simplement la surface limitée de l'immédiat tel que vous pouvez le saisir dans la conscience immédiate, dans le rapport médiatisé par les techniques, et par l'observateur qui lui-même se limite à limiter toute son intelligence par ce rapport partiel à la partialité d'un sujet qui lui-même infiniment partialisé. On voit bien qu'effectivement, la saisie finie de l'infini reste dans une finitude qui ne médiatise ni l'état mental par la technique, ni que la technique ne trouve à l'intérieur d'elle-même le langage capable de saisir ce qui passe dans le neurone, et encore moins pour la saisie pseudo-unifiée de celui qui observe cette fausse unité à travers une représentation qui est elle-même limitée par peut-être l'alignation du technicien. Il faudra qu'il vienne nous faire un cours, monsieur. Vous faites quoi, vous n'êtes pas présenté. Maths, cerveau, pensée, philosophie, pensée allemande, pensée hegelienne. Donc je m'intéresse à la neurophysiologie, je m'intéresse à tout, surtout Merci. À l'essence de l'homme, la liberté. Merci de votre contribution. Quelqu'un veut réagir par rapport à ce lourd propos? Je n'ai jamais dit, oula c'est fort ça, je n'ai jamais dit que les états mentaux étaient des états physiques. J'ai simplement voulu discuter de cette possibilité que les implants cérébraux, en tout cas leur efficience, renforçaient une vision matérialiste de l'esprit. Et quand on prend la littérature sur la question, c'est assez frappant de voir les raccourcis qui sont pris dans cette littérature-là, avec une sorte de principe d'identification entre les états mentaux et les états cérébraux. Et je peux comprendre que dans un souci de vulgarisation, etc., la distinction ne soit pas poussée jusqu'au bout, comme elle devrait l'être, mais quand c'est récupéré ensuite dans une littérature un peu moins spécialisée, eh bien, on prend un peu pour argent comptant, ce qui a été écrit. Je vais vous donner un exemple très récent qui est arrivé à Grenoble. J'ai vu Ben-Louis Ben Habib qui a été mis tout à l'heure en projection sur la dernière présentation de ce matin et qui, dans le journal La Croix, un journal très lu et grand public, expliquait que pour la première fois à Grenoble, au CEA et avec l'INATEC, une personne par la pensée arrivait à faire bouger un exosquelette. C'est particulièrement perturbant de lire dans la presse, par une personnalité scientifique comme lui, qu'on arrive à faire bouger des dispositifs artificiels par la pensée. Et ce type de formulation, de langage, crée une sorte d'ambiguïté et de confusion conceptuelle entre états mentaux et états cérébraux. Et je pense qu'il est extrêmement important, d'un point de vue de l'intégrité scientifique et de l'éthique de la recherche, que dans les publications scientifiques, cette distinction soit maintenue tant qu'il n'y a pas de preuves formelles que les états mentaux sont des états cérébraux. Et c'est exactement ce que j'ai voulu mettre en évidence avec cet exercice de pensée où je montrais l'indépendance du vrai et que le vrai est indépendant des états cérébraux. J'avais deux questions. Je suis Jacqueline Landon, je suis professeure émérite à Paris 7 de biologie moléculaire et fondatrice et vice-présidente de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21. À propos de la trisomie 21, j'ai entendu à un congrès qu'il y avait un essai clinique et qui m'a posé un problème éthique dont j'ai eu la réponse, mais je suis toujours surprise. Il y avait donc de stimulation profonde en phase 2, phase 1, 1,5, et je leur ai posé la question éthique.
comment ça se fait que vous commencez sur des personnes avec trisomie 21 et pas sur des témoins? Et la réponse a été, pour obtenir l'agrément, il faut qu'il y ait une possibilité de réparation, essais cliniques. Donc j'ai été surprise qu'on puisse commencer à faire quelque chose sur des patients et pas sur des témoins. Ça, c'est la première question-remarque. Et la deuxième, qui est beaucoup plus simple, c'est comment se fait-il que dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on ne travaille pas plus sur le modèle singe qui existe depuis 40 ans, qui a existé en France, à Montpellier d'ailleurs. Comment ça se fait qu'on est si en retard sur un modèle Alzheimer? Parce que souris, ça ne marche pas, je connais bien. Et la troisième question relative à ça, quid des neurotransmetteurs après stimulation profonde? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous parliez de quel type d'essai clinique dans le cas de la trisomie 21 avec une stimulation profonde. D'accord. Donc, ce genre de procédures qui sont invasives ne peuvent pas se concevoir chez des gens sains. C'est-à-dire qu'il y a des risques associés à une opération. Ça me semble inconcevable. Donc effectivement, il faut que ce soit dans le cadre d'un protocole avec la promesse de bénéfices thérapeutiques. Après, c'est ce que... Bah oui, la question justement qui allait suivre, je ne suis pas forcément familier de ce type d'investigation, c'est dans quelle mesure y a-t-il eu des études précliniques solides avant qui auraient mené à faire cet essai. Ça, je ne sais pas pour être franc. Sur Alzheimer, c'est effectivement ce que j'ai essayé de souligner, c'était l'importance de travailler sur des modèles précliniques et plutôt primates non humains, comme ça a été illustré par le Serge Picot ensuite. Voilà, ce que je présentais, c'était ce qui s'était fait en Amérique du Nord, là où sont nés pas mal d'essais cliniques dont vous avez discuté ce matin pour la dépression, cet après-midi pour Alzheimer. Et donc, effectivement, je pense aussi qu'il faut encourager la recherche préclinique sur des modèles primates non humains, le plus possible. Pour répondre au modèle murin de Montpellier, c'est un lémurien, donc, qui a la taille d'un gros rat. Hein, donc, en fait, il y a deux colonies en France. Il y a une colonie qui était donc à Montpellier, il y a une colonie qui est au Muséum ici. Donc ce modèle est encore utilisé en fait, dans une plateforme de primates non humains qui est Myrcène à Fontenay-aux-Roses. Et il est étudié vraiment dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Il y a une équipe qui travaille là-dessus. Donc il n'a pas du tout été abandonné. Puisqu'il faut se présenter comme sa profession, moi je suis chirurgien, je vais donc vous poser une question beaucoup plus simple et presque manichéenne, mais ne la prenez pas comme provocatrice. Comment se fait-il, je la pose surtout aux philosophes, que l'on ne se pose que maintenant la question à propos de travail sur le cerveau, sur humain, transhumain, posthumain, alors que l'on fait des remplacements d'organes un peu partout, des genoux, des hanches, des pancréas, des cœurs, le siège de l'amour, comme on dit. Et tout à coup, on se pose la question, alors est-ce que le cerveau serait-il un organe tabou ? Parce que pourquoi vous dites qu'il faut prouver qu'il y a une séparation ou qu'il n'y a pas de séparation, ou il ne faut pas prouver entre l'esprit et le fonctionnement du cerveau? Oula, je ne suis pas allé jusque-là. Hein. Non. Vous avez entièrement raison de mettre le doigt sur la particularité du cerveau. Je l'ai dit peut-être un peu trop brièvement tout à l'heure. C'est le siège de notre conscience, c'est le siège de notre personnalité individuelle, et le siège de notre personnalité en tant qu'être humain. Et donc, quand on touche à ces trois aspects-là, on ne touche pas à n'importe quoi. On touche à quelque chose de fondamental. Et je pense que c'est pour ça que les expérimentations qui touchent au cerveau cristallisent à ce point les fantasmes de transhumanisme et de posthumanisme. Et puis, alors que, soit dit en passant, les résultats ne sont pas si probants que cela. Voilà. Mais l'imaginaire prend le pas, les fantasmes prennent le dessus, et donc forcément, ça nourrit une sorte d'inquiétude collective et individuelle sur ce qu'on serait amené à produire si jamais on venait à pouvoir manipuler le cerveau, à en faire ce qu'on voudrait. J'aime beaucoup, je ne sais plus quel philosophe français disait ça, son nom vient de m'échapper là en même temps que je voulais y penser, mais j'aimais bien cette idée qui dit avec les neurosciences, l'homme devient non pas Dieu de lui-même, mais l'ingénieur de lui-même. Et je trouve que c'est dit en assez long, cette expression-là, ingénieur de soi.
Voilà. Et c'est parce qu'il y a une possibilité de pouvoir se redéfinir soi et redéfinir l'humanité à travers ce qu'on ferait avec les implants cerveau-machine, ce qu'on en ferait, cette possibilité de redéfinir l'homme. Je participe depuis quelques mois avec l'UNESCO, j'ai intégré un groupe de travail sur révision de la Déclaration universelle des droits de l'homme au regard des technologies transhumanistes et post-humanistes. Dit comme ça, c'est super impressionnant quand même. Bon, quand on regarde l'état des recherches, bon, on va redescendre sur Terre, hein, mais ça va jusque-là. Alors je sais bien que l'UNESCO n'a pas toujours, enfin comment dire, ce que dit l'UNESCO n'a pas forcément force normative en ce sens-là, mais ça veut quand même bien dire quelque chose, c'est qu'au niveau international, il y a une inquiétude qui est réellement là, et je crois parce que justement on touche au cerveau, on touche à l'organe, vous avez dit tabou, je pense que l'organe le plus noble. Alors effectivement, il faut avoir sans doute le courage de remettre en cause l'individualité de l'homme, notre libre arbitre. Qu'est-ce que notre libre arbitre, mon moi, etc. Tout ça est effectivement remis en cause. Et il faut avoir le courage de le voir en face, surtout. C'est ça. Et pas plus tard que ce matin, je lisais dans le train en venant ici, un article ou des recherches pour trouver les bases neuronales de la morale. Alors quand on en arrive à ça, voilà, donc c'est pour ça que je pense que ces distinctions sont extrêmement importantes et ne pas tomber dans des confusions conceptuelles qui, je crois, quand on veut que le débat éthique ne reste pas au niveau des sachants, mais qui puisse s'étendre à l'ensemble de la collectivité, eh bien, ces distinctions conceptuelles sont fondamentales pour bien penser. Ce débat, il touche aussi même les organes des sens, puisque nous, on nous pose souvent cette question de transhumanisme, même pour la stimulation de la rétine après dégénérescence des cellules, où on est vraiment dans une dynamique de l'homme réparé et pas du tout de transhumanisme. Donc, je pense que la question, c'est à partir du moment où on touche aux cellules sensorielles, il y a, ou du moins à des neurones, il y a un peu cette question qui semble émerger, alors que moi, je suis tout à fait de votre avis qu'on pose des prothèses comme on pose des prothèses de hanches ou des prothèses de dents ou autres, et qu'on ne devrait pas avoir ces questions de transhumanisme. On essaie juste une réparation pour combler un handicap et essayer de redonner l'autonomie aux patients. Mais c'est une question qui est couramment posée, et l'optogénétique qui rentre en clinique prochainement devrait aussi poser certaines questions éthiques à oui, je voudrais potentiel. revenir sur cette question de l'humanité au travers des interventions qu'on peut faire, pour rappeler que le fait d'intervenir sur un organe, fût-il le cerveau, qui est effectivement notre organe le plus noble, n'enlève rien à notre humanité. Et vous savez comme moi que quand le cerveau est malade, sans que quiconque y ait touché, eh bien, il peut perdre la conscience même de la réalité. C'est ce qu'on appelle en pathologie l'anosognosie. La personne n'est intervenue sur le cerveau, mais le malade a perdu la conscience de sa maladie. Et pour autant, il n'a pas perdu son humanité. On a beaucoup parlé de la maladie d'Alzheimer. Vous savez que la maladie d'Alzheimer s'accompagne dans les stades évolués d'une perte de la conscience de soi. Et bien évidemment, loin de nous de penser que ces gens-là ne sont plus humains. Et c'est bien parce qu'il faut préserver au travers de ces pathologies ou au travers de ces interventions la réalité de l'humanité et de sa dignité qu'il faut conserver, bien évidemment, quelles que soient les interventions qu'on puisse faire, ce sens de l'humain. Vous savez que l'humain, au travers de son cerveau, a une vraie dualité, cette dualité anatomique entre cerveau droit et cerveau gauche, cette dualité psychique qu'on connaît au travers des grandes maladies psychiques avec la dissociation schizophrénique ou autre. Donc, gardons bien le sens de l'humain au travers de la dignité de la personne. Vous n'avez pas dit qui vous êtes, hein? Patrick Davout, neurologue et auteur d'un nouveau totem qui était le cerveau, dont on a tendance à chercher à transgresser le tabou. Est-ce que je peux rajouter juste une virgule par rapport à ce qui vient d'être dit? Il y a aussi, pour nous qui nous sommes pas mal investis dans la question de la maladie d'Alzheimer depuis au moins 2009-2010, la question de l'identité. C'est-à-dire, derrière toutes ces questions, pas uniquement l'humanité de la personne, mais son identité. C'est-à-dire comment la reconnaître aussi dans une certaine forme d'intégrité. Enfin, est-ce qu'on pourrait aussi voir ces questions, puis dire aussi aux intervenants tout de suite à quel point on est fasciné par non seulement les questions que ça pose, mais les possibles et les espérances que ça offre.
Parce que je voyais sur la vision, on est tous frappés, comme ça moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions, de ce que vous mettez aujourd'hui en discussion et qui paraît un peu impensable d'une certaine manière. Donc sur les questions identité, enfin les questions en relais de monsieur, qu'est-ce que vous pourriez dire? J'ai participé il y a quelques mois à un séminaire sur les prothèses qui était organisé à la Sorbonne, mais qui n'était pas organisé à la Sorbonne, mais organisé par la Sorbonne ailleurs. Ça se passait à Grenoble. Et j'étais frappé, vraiment frappé, par le discours de personnes, par des prothésés, des personnes qui avaient des jambes, donc des prothèses à la place de jambes, qu'elles se considèrent comme une autre forme d'espèce. Et la phrase exacte de la personne, c'est de dire « je ne suis plus de l'espèce humaine comme vous ». C'est la personne prothésée qui a dit ça. Alors évidemment, pour le philosophe que je suis, ça interpelle énormément. Ce qui compte, pour moi, dans mon travail philosophique, n'est pas de savoir s'il dit vrai ou s'il dit faux. C'est tout simplement de comprendre le sens de sa représentation à lui. Sa parole, même s'il se trompe, comme je rejoins ce que vous disiez à l'instant, c'est son humanité n'est pas en cause. Pour nous qui sommes à côté de lui, son humanité n'est pas en cause. Mais même si c'est un non-sens pour nous, s'il le dit, c'est que lui considère que c'est important. Pourquoi c'est important? Pourquoi lui se vit de cette façon-là? Et c'est ça aussi, d'un point de vue philosophique, qui est extrêmement intéressant. Et là, j'ai envie de dire, ce n'est qu'une prothèse de jambe. Mais ce que je mettais le doigt sur quoi je mettais aussi tout à l'heure, c'est de toucher au cerveau. Vous êtes neuroscientifique, vous le savez évidemment éminemment mieux que moi. De toucher au cerveau, on ne touche pas à n'importe quel organe. Et Emmanuel parlait à l'instant de l'identité personnelle, c'est-à-dire, on voit bien là, cette personne, rien qu'avec une prothèse de jambe, son identité est perturbée. Je vous invite à lire par exemple les travaux de Valentine Gourina, qui est à Genève actuellement, philosophe, et qui a énormément travaillé sur les prothèses myoélectriques, et qui essaie de mettre en évidence la difficulté identitaire qu'il y a chez les personnes équipées de prothèses. Et finalement, les prothèses sont même assez inconfortables, elles font mal, ils ne peuvent pas les garder très longtemps. Et elle explique que justement les personnes mettent la prothèse, donc d'un coup elles compensent leur handicap, et puis à un moment elles font enlever la prothèse parce que ça fait quand même un peu mal au moignon, donc elles enlèvent la prothèse, du coup elles redeviennent personnes handicapées, et en fait les personnes d'un point de vue identitaire sont constamment en train de faire une sorte de yo-yo comme ça au niveau de leur identité. Voilà. Donc la question identitaire, je rejoins ce que disait Emmanuel, est extrêmement importante et mérite d'être creusée, peut-être plus même que la question de l'identité humaine à travers les possibilités offertes par les implants cérébro-machines. Si je peux poser la question au philosophe, parce qu'au-delà de l'aspect identitaire, lorsque le patient, par exemple, va être équipé, on peut espérer d'une prothèse rétinienne et qu'il recouvre en fait une acuité visuelle qui sera supérieure au seuil de cécité légale, comment va-t-on considérer ce patient qui, avant, avait en fait tout un statut de handicap? Va-t-il redevenir, grâce à la prothèse, une personne considérée comme normale et devant du coup réintégrer le travail, etc. Donc comment vous percevez en fait finalement le changement de statut de la personne qui aura une prothèse et qui va en fait changer du statut de handicapé à éventuellement réparé avec des performances qui l'enlèvent en fait du handicap? C'est évidemment une question extrêmement importante. Et si on regarde les travaux justement de Valentine Gourina, qui a étudié justement et qui a fait des entretiens semi-directifs avec des personnes prothésées, ces personnes prothésées se considèrent toujours handicapées. D'un point de vue identitaire, elles sont pour elles toujours handicapées. Et justement du fait que la prothèse, elle ne peut pas être permanente. Alors peut-être qu'avec les prothèses rétiniennes, comme vous les avez exposées, ça sera en permanence, et que là, la question identitaire se posera avec moins de difficultés, en tout cas sur du long terme ou du moyen terme. Peut-être qu'après, là ça je ne sais pas. Il faudrait faire des études justement pour montrer ça. Il faudrait quand même porter une paire de lunettes. Donc sans la paire de lunettes, on redevient handicapé. Oui, mais enfin bon, j'ai des lunettes, ça va. J'arrive encore à savoir qui je suis. Mais est-ce que par analogie, sur la dernière question que vous avez posée, on n'a pas aussi toute la culture acquise avec la greffe d'organes?
Oui, c'est ça. Parce que finalement, tous les travaux qui ont été faits sur les personnes qui ont bénéficié de greffons, alors y compris dans des organes sensibles comme le cœur, hein, puisque effectivement il y a une hiérarchisation, je ne parle pas des yeux, vous en savez mieux que moi sur cette symbolique des yeux, notamment à travers la cornée, enfin il y a tout un ensemble d'éléments culturels qui font comment les gens s'approprient. En plus, c'est pas n'importe quel type de prothèse, puisque ces prothèses ont été généralement prélevées sur un défunt ou sur un apparenté. Donc je pense qu'on a tout un environnement. La vraie question que je me posais en vous écoutant, c'est est-ce qu'on ne doit pas être inventif, peut-être que Jean-Michel Beignet, qui est vraiment au cœur de ces réflexions, nous le dira, d'une nouvelle pensée. Parce que face à des choses, à des situations, à des évolutions, à des mutations profondes, et on parle même de disruptif, face à ces innovations, est-ce qu'on ne doit pas avancer de nouveaux repères, de nouvelles pensées? C'est une question. C'est-à-dire, est-ce que nos pensées d'hier ont encore une certaine forme de pertinence? C'est là où peut-être on doit être plus audacieux, d'où comment se laisser provoquer par ce que vous nous avez présenté. Parce que quand on écoutait José dans l'évolution de toutes ces techniques, on ne savait pas qu'on parviendrait finalement assez rapidement à ce type de possible, qui est à certains égards de l'ordre un peu d'un impensable, puisqu'on redonne de la vue aux aveugles et on redonne de la marche aux personnes qui ne marchaient pas. Enfin, il y a toute une signification, peut-être une représentation. Je vous propose, si vous voulez bien, d'abord qu'on vous applaudisse en vous remerciant. Et puis, pour un colloque neurosciences sur les questions d'éthique, c'est bien d'avoir maintenant des philosophes qui vont poursuivre cette élévation de la réflexion au niveau d'une pensée.